Donc, je vous précise que ce webinaire est enregistré. Donc, je vous rappelle, donc, notamment pour les nouveaux arrivés, parce que je vois qu'il y a du monde qui est en train de se connecter, qu'on est en format webinaire, donc vous avez vos caméras et vos micros qui sont coupés. Vous avez possibilité d'échanger avec nous tout au long de la présentation via l'espace de discussion que vous pouvez activer pour ceux qui maintenant ne sont pas encore au fait de l'outil. En descendant votre souris vers le bas de l'écran, vous avez une petite bulle de BD sous laquelle est noté discussion, conversation ou chat. Et en cliquant dessus, vous aurez un petit écran qui s'allume, qui s'ouvrira, dans lequel vous pourrez poser vos questions. Bonjour au territoire de Belfort qui a le soleil. Vous êtes bien chanceux. Et puis, je vous propose du coup de débuter ce webinaire sur le carbone et le renouvellement forestier en passant la parole à Eric qui va nous faire l'introduction. Merci Christelle, bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire sur les outils de financement du renouvellement forestier que nous pouvons, avec France Sylva Service, vous proposer, à tout au moins vous accompagner pour pouvoir en bénéficier. Et l'objectif du webinaire, c'est déjà de vous en informer, que vous ayez connaissance de ce qui peut aujourd'hui venir en aide à vos projets d'investissement et de renouvellement dans vos forêts. Donc, le webinaire est prévu pour une durée d'1 heure et demie. On a en gros 1 heure de présentation à vous faire qu'on va séquencer en 2 temps avec le sommaire que vous voyez ici à l'écran. D'abord, vous dire qui nous sommes, avant de vous dire ce que nous savons, ou à tout au moins ce qui nous paraît intéressant pour vous en matière de financement innovant. Le qui nous sommes, je m'en chargerai, je vous dirai un mot de France Sylva Service, et ensuite je donnerai la parole d'abord à Hortense, Hortense Viard, qui est donc ici chargée des projets carbone, et qui évoquera les financements liés directement au carbone, et notamment à travers le label bas carbone. Ensuite, on marquera un temps d'arrêt et de questions. Donc, on prendra les questions que vous aurez pu poser tout au long des présentations dans le chat. Donc, n'hésitez pas à intervenir. Et Christelle sera notre modératrice pour en faire la synthèse ou du moins la lecture. On va essayer de rendre ça dynamique. Et on répondra donc aux questions aussi bien sur France Sylva Service que sur la finance carbone qu'aura présenté Hortense. On s'accordera un petit quart d'heure pour les réponses aux questions posées. Ensuite, ce sera François Cariou, qui est chargé de développement, qui s'occupe de Sylvasure. Bon, on ne va pas parler de Sylvasure aujourd'hui, et qui s'occupe des financements volontaires et qui parlera donc des autres types de financements que nous avons à travers les financements directs volontaires que nous pouvons proposer aux adhérents France Sylva. Et Clotilde, qui est également ici avec nous, dira également comment candidater, puisque c'est souvent elle qui prend les demandes entrantes et qui répond aux adhérents sur leur projet et leur permet de savoir à quel mécanisme ils peuvent prétendre. Donc, on aura là aussi un temps d'arrêt en fin de webinaire pour prendre vos questions sur les financements volontaires et y répondre autant que faire se peut. Voilà un peu le format du jour. Donc, France Sylva Service sur le qui nous sommes. Vous avez la diapo ici à l'écran. Nous sommes la boîte à outils de la fédération et du syndicalisme forestier. Plus exactement, nous sommes une société créée en 2013 pour apporter des services concrets aux adhérents des syndicats de forestiers, et donc aux adhérents France Sylva, notamment à travers l'assurance que nous proposons, Sylvasure, d'où la création de France Sylva Service en 2013, et les dispositifs d'accompagnement et de financement. France Sylva Service est présidé
par Philippe Dedrosy. Vous avez vu sa photo à l'écran dans la diapo précédente. Pardon, merci Hortense, qui est président du syndicat du Loiret, Francilva 45. Et puis j'ai le plaisir d'animer la petite équipe que j'ai présentée tout à l'heure et qui s'étoffe puisque nous avons 2 nouvelles personnes qui vont nous rejoindre d'ici la fin de l'année et le début de l'année prochaine pour compléter le travail très dense de l'équipe et notamment sur les dispositifs d'accompagnement et du renouvellement et du financement forestier. Voilà, merci Hortense de passer à la diapo suivante, s'il te plaît. Alors, Francilva Service est donc la société qui apporte des services concrets et pour apporter ces services, on va chercher notamment des partenariats avec sur l'aspect financement, avec des financeurs, que ce soit à travers le label bas carbone ou à travers des mécanismes volontaires. Donc, qui nous finance, je le vois dans le chat en direct, ce sont des entreprises principalement qui cherchent à réduire leur empreinte écologique, soit en utilisant le dispositif du label bas carbone, soit en étant sur des partenariats directs parce qu'elles ont envie de financer la forêt. Et pourquoi elles viennent vers nous? On ne fait pas de recherche active d'entreprise, loin s'en faut. Elles viennent vers nous parce qu'elles ont identifié évidemment que la forêt privée, il y a un acteur majeur qui est Francilva, qui représente, défend les propriétaires forestiers et regroupe 50 000 adhérents, 2,5 millions d'hectares de forêt à travers l'ensemble du syndicalisme forestier. Et un des axes majeurs de Francilva et de sa stratégie, c'est de permettre c'est de défendre la propriété privée. Ça, c'est le socle de la représentation syndicale et de l'adhésion, mais à partir de là, de permettre à chacun de valoriser au mieux son patrimoine forestier, de le gérer durablement et de valoriser le travail réalisé donc, par les propriétaires. Et pour cela, le nerf de la guerre, c'est les financements, d'autant plus dans le contexte de changement climatique que l'on subit. Il faut de plus en plus agir, anticiper, renouveler, adapter. Et donc, pour cela, il faut des financements. Et encore faut-il, les connaître, d'où ces webinaires et ces circulaires d'information notamment que nous envoyons, les articles, etc. Et puis 2, avoir une équipe pour répondre aux questions et vous permettre de bénéficier de ces financements. Donc, voilà, on est vraiment là pour cela. Et évidemment, la petite équipe que j'ai présentée tout à l'heure, je vous disais que nous sommes sous la grisaille parisienne, aujourd'hui comme souvent. Donc, nous sommes basés à Paris et les financements que nous apportons très, très, très souvent nécessitent un gestionnaire, bien entendu, à moins que le propriétaire soit compétent et à même de faire par lui-même. Voilà, donc ça ne se substitue pas en rien aux gestionnaires forestiers, coopératives, experts, gestionnaires forestiers professionnels, celui que le propriétaire a choisi. On vient au contraire en complément et on vient permettre de réaliser par les financements des opérations qui sont en projet. Donc c'est complémentaire et même ça permet de faire des projets qui sont longtemps restés dans les cartons pour un problème de financement. Voilà un peu la raison d'être de Francilva Service. Je rappelle que nous sommes réservés aux adhérents de syndicats. Pourquoi? Parce que nous sommes une émanation de la fédération. Je suis le directeur adjoint de la fédération par ailleurs. Hein, et nous sommes donc financés à travers... on prend une petite participation sur les financements que l'on reçoit pour financer l'équipe et l'ingénierie. Donc, ce n'est pas financé par les cotisations, c'est financé par finalement le modèle économique, si je peux dire, et avec un objectif majeur, c'est que le maximum d'argent aille en forêt. Alors, pourquoi ces aides et pourquoi on fait tout pour les développer et les faire connaître? C'est aussi parce qu'on sait bien, encore une fois, 50 000 adhérents, on a l'habitude d'échanger régulièrement avec nos adhérents et récemment, on a fait une enquête qui montre que beaucoup de propriétaires
eh bien, quasiment la moitié, ne demandent pas d'aide ou n'ont jamais demandé d'aide. C'est ainsi, elles sont mal connues. Quand elles elles sont peut-être difficiles d'accès, notamment pour un certain type d'aide publique, avec des conditions qui peuvent être complexes. Les propriétaires, c'est une réalité, les connaissent pas suffisamment et les utilisent en tout cas pas assez. Donc, on est là pour les faire connaître et faire en sorte que, à tout au moins, à partir de là, les propriétaires forestiers puissent agir et être financés pour cela. Voilà pourquoi on a fait cette synthèse récente, hein, mais on sait très bien depuis longtemps à quel point il faut de l'accompagnement pour permettre aux propriétaires forestiers d'agir. Il faut de l'accompagnement, c'est l'accompagnement des gestionnaires, bien sûr. Et puis nous, on vient là pour apporter une information qui permet un déclic jusqu'au financement même du projet. Donc, on va le voir ensemble, hein. Ça peut être à travers le label bas carbone. C'est ce que va vous présenter juste après moi Hortense. Ça peut être à travers les financements volontaires, c'est ce que vous présentera ensuite François. Mais évidemment, depuis maintenant 2 ans, c'est également à travers les aides publiques de France Relance et de France 2030 dans les prochains mois. Donc, ces aides publiques importantes sont enfin en place. C'est un travail de longue haleine de toute la filière, hein, depuis de nombreuses années, avec le projet Forêt-Bois pour la France, etc. On se plaint du fait que depuis en gros une vingtaine d'années, il n'y a pas ou très peu de mécanismes de financement public du renouvellement forestier. On l'a vu d'ailleurs avec la très forte chute des investissements forestiers et notamment des plantations. Ces mécanismes, enfin, avec les dispositifs France Relance, ont pu être mis en place. C'est heureux, c'est absolument nécessaire, indispensable et urgent, ne serait-ce que dans un souci d'adaptation de la forêt au changement climatique. On parle beaucoup de plantation, mais c'est également des projets de régénération naturelle peuvent être accompagnés. C'est un peu plus spécifique pour ce qui est des mécanismes de financement, mais évidemment, il n'y a pas d'ostracisme, hein. Ce qui compte, c'est l'adaptation, le renouvellement et la valorisation au final du patrimoine forestier des propriétaires. Un mot sur cette valorisation du patrimoine forestier des adhérents et des propriétaires forestiers. Il y a également, j'en l'évoquais rapidement en ouverture, l'assurance. L'assurance, pourquoi est-ce que la Fédération France Sylva s'est mise à faire de l'assurance? Pas pour le plaisir, mais parce que c'est également un élément de gestion durable. La garantie d'être indemnisé en cas de sinistre, c'est la garantie de pouvoir reconstituer sa forêt. Donc, c'est un point d'attention particulier que je voulais vous rappeler. Voilà pour France Sylva Service. Eh bien, on va pouvoir maintenant présenter les dispositifs de financement avec la diapo suivante, Hortense. Merci Eric. Donc, bonjour à Merci tous. Je vais prendre le relais pour vous présenter les financements innovants en général et précisément le label bas carbone. Pourquoi parle-t-on autant de carbone en forêt? Eh bien, parce que la forêt représente le deuxième puits de carbone terrestre après les océans. Et on sait que nos forêts en France aujourd'hui absorbent environ 7% de nos émissions de gaz à effet de serre chaque année grâce à la séquestration dans l'écosystème forestier que vous voyez sur la droite, c'est la photosynthèse, aussi grâce à l'utilisation du bois et ce qu'elle permet de substituer en énergie fossile. Et en ce moment, le sujet est de mise. Mais il faut aussi savoir que donc, ce qu'on appelle ce puits de carbone, hein, qui contient et retient du carbone, il est en forte baisse depuis les derniers chiffres qui sont sortis par les inventaires qui sont réalisés, notamment dû à la mortalité fortement croissante des arbres que les inventaires ont pu constater, et puis aussi une légère baisse de la production biologique annuelle couplée à la récolte, ce qui fait que notre puits forestier est légèrement en baisse.
Or, l'État et nous tous comptons fortement sur. Pourquoi faire réussir à l'horizon 2050 à atteindre la neutralité carbone? Ça voudrait dire que nos émissions de gaz à effet de serre sont au même niveau que ce qu'on peut absorber grâce aux écosystèmes, notamment, et voir quelques solutions technologiques, mais qui sont en développement. Et c'est ce que vous voyez sur le graphique que j'ai essayé de vous mettre en dessous. L'objectif, ça va être de réussir à doubler presque la capacité du puits de carbone de la forêt à horizon 2050 pour réussir, en contrepartie de la baisse de nos émissions, à avoir des puits équilibrés entre les deux côtés. Et il faudrait le doubler in situ, ça veut dire parce que l'écosystème va pouvoir séquestrer et on va accompagner les forêts à être plus résilientes. Et puis ex situ, grâce à l'utilisation de bois et la substitution aux énergies fossiles que cela peut permettre. Donc, chez France Silva Service, on a développé 2 types de financement grâce à la contribution carbone des entreprises. Un, le label bas carbone, qui est piloté par le ministère de la Transition écologique et qui est un label robuste, on va dire. Et puis 2, un système plus simple pour les entreprises qui souhaitent s'engager avec des financements volontaires et des financements forfaitaires pour les propriétaires, au plan ou à l'hectare. Qu'est-ce que ça veut dire la contribution volontaire? Ça émane de plus de 10 ans de recherche des forestiers France Silva avec le CNPF pour essayer de mieux faire reconnaître les services qui sont rendus par les forêts et par les forestiers quotidiennement. Il y a le carbone, évidemment, les forêts séquestrent du carbone et votre action de forestier y est pour quelque chose. Et puis, il y a les autres sujets comme l'eau, par exemple, la biodiversité. Et ensuite, dans le cadre de conventions internationales, il y a eu le protocole de Kyoto à la fin des années 90. Ces processus qu'on appelle de compensation, l'objectif, c'était de pouvoir financer des projets qui séquestreraient plus de carbone au début dans les pays en développement par des pays plus émetteurs, donc développés, et de permettre comme ça une redistribution grâce à des financements pour aller capter plus de carbone dans des zones où il y en a besoin. Et puis, face à la demande forte des entreprises et puis le fait de vouloir reconnaître que nos actions, chez nous, fonctionnent aussi, on a réussi depuis 3 ans à créer des cadres en France de financement du coup de projets forestiers pour bien répondre à cette volonté de la société et des privés de contribuer directement et localement. Puis ça répond à nos besoins actuels, je vous le disais, de renouvellement et d'adaptation des forêts en France. Donc, on a différents partenaires et entreprises pour tous ces financements que vous voyez affichés à l'écran, donc qui contribuent soit grâce au label bas carbone, soit en financement volontaire. Et d'autres à venir. Et suivez-nous dans les prochains mois et vous verrez quels sont les nouveaux partenariats qu'on essaye de mettre en place depuis 2 ans. Quelques mots sur le label bas carbone qui me concerne plus directement. Donc, c'est vraiment un label qui est piloté par le ministère de la Transition écologique, qui vient certifier des crédits carbone, autrement appelés des réductions d'émissions, et qui permet aux entreprises de contribuer en mesurant leur impact en France. Quels sont les objectifs derrière ce label? C'est de déclencher des changements de pratiques qui vont permettre d'améliorer la séquestration du carbone dans l'écosystème forestier et l'usage des produits bois, très important. Mais on ne vient pas regarder que le carbone, on s'attache aussi à mettre en valeur tous les autres co-bénéfices produits par ces projets, comme l'emploi local non délocalisable, la biodiversité, les impacts sur l'eau forestière quand il y en a, etc. Aujourd'hui, quel type de projets peuvent bénéficier du label bas carbone? Alors, on a 3 méthodes qui sont agréées par le ministère à date, qui ont été rédigées par le CNPF. La première, c'est le boisement de friches ou de terres agricoles délaissées qui naturellement viendraient s'enfricher sinon. Ensuite, il y a la méthode de reconstitution de peuplements dégradés. Donc, ça concerne toutes les forêts qui subissent les aléas du changement climatique, tels que des tempêtes, des incendies, et puis les dépérissements, maladies ou des parasites. Je crois que le cas des scolites est assez connu, on vous a mis une photo en dessous.
Et enfin, la troisième et dernière méthode, c'est la conversion de taillis en futaie sur souche grâce à des opérations de balivage, donc qui concernent des taillis de très bonne fertilité. On ne s'attache pas qu'à cela, les développements continuent. Il y a plusieurs méthodes qui sont en cours de développement et qui seront certainement opérationnelles d'ici 1 an à 1 an et demi. Une première méthode sur la sylviculture du pin d'Alep qui, à date, n'a pas été retenue, mais on continue nos efforts, dont l'objectif est de mettre en gestion, de mettre en sylviculture des forêts qui présentent des risques d'incendie parce qu'on n'y réalise pas les premières éclaircies. Et donc, grâce aux premières éclaircies réalisées et financées par le carbone, on permettrait de produire plus et mieux de bois d'œuvre et réduire sensiblement sur le très long terme le risque incendie de ces forêts. Ensuite, il y a une deuxième méthode qui couvrirait 2 tranches. La première, c'est pouvoir allonger les durées de révolution ou durées de récolte de certains peuplements. Donc, maintenir le carbone un petit peu plus longtemps dans l'écosystème. Et pour ça, on rémunère les propriétaires forestiers sur leur manque à gagner durant ces années-là. Et ensuite, les méthodes d'irrégularisation de peuplement qui sont en développement. Il y a une méthode sur l'enrichissement aussi de forêts qui va être développée par l'ONF avec le CNPF, dont les recherches commencent cette année. Il y a une méthode sur les forêts en déficit de gestion, des forêts surcapitalisées ou en surdépérissement, dans lesquelles réaliser des éclaircies, faire de la sylviculture, on sait que ça permettra à terme de produire plus de bois d'œuvre, plus de carbone. Et l'objectif, c'est bien que ce soit des méthodes de sylviculture. Et puis enfin, une méthode portée plutôt par des ONG qui concernerait la conservation de forêts anciennes donc dans certains secteurs. Tout cela étant dit, concrètement, comment ça se passe un projet carbone? Qu'est-ce qu'on vient me dire qu'on va séquestrer du carbone et émettre? Tout d'abord, et les projets forestiers, on va sur le terrain faire des relevés avec un gestionnaire ou un technicien forestier. Et donc, on fait des pédologiques pour comprendre comment est-ce que la station et les essences qu'on voudrait implanter sont adaptées au sol, au climat environnant, voire au climat futur avec des outils comme BioClimSol ou Climessence. Et grâce à ces données et relevés de terrain, on va pouvoir estimer des classes de fertilité des essences choisies grâce à des données dendrométriques bien connues des forestiers, qui sont des données de croissance forestière qui permettront d'estimer en fonction d'une classe de fertilité un volume produit de bois à l'hectare. Et le carbone, c'est peu ou prou la moitié le bois, c'est peu ou prou la moitié de carbone, la moitié d'eau, en simplifiant beaucoup. Mais donc, à partir de données de croissance forestière, on peut appliquer certaines équations qui viennent mesurer le pourcentage d'eau présent dans l'essence, etc., et qui viennent le transformer en quantité de carbone. C'est le graphique que vous voyez au milieu pour du chêne. Et donc, ça retrace toute la croissance du chêne jusqu'à 150 ans. Les petites hachures que vous voyez, c'est les éclaircies qu'on va venir réaliser et qui permettent la production et la sylviculture. Et tout cela, on le quantifie. Et puis, pour être conservateur, on prend la donnée à 30 ans de carbone qui sera séquestrée. C'est l'alternative qu'on a trouvée entre le temps très long des projets forestiers et puis le besoin des financeurs de pouvoir se projeter à quand même moyen terme. Et voilà, et on prend cette donnée de carbone séquestrée à 30 ans. Et puis, si jamais l'essence est très productive et en révolution courte, pour ne jamais tout surestimer et surestimer les tonnes, on prend la donnée moyenne sur la durée de vie entière du peuplement, la plus petite donnée entre la donnée à 30 ans et la durée de vie du peuplement. Et enfin, quels sont les stocks et les compartiments carbone qu'on va venir valoriser? Et d'abord, tout donc grâce à la photosynthèse qui sera séquestrée dans les troncs, les branches, la biomasse racinaire, le stock, la différence de stock dans les sols forestiers. Par exemple, quand on boise une terre agricole, on sait que le sol va gagner en carbone en devenant un sol forestier. Et enfin, la litière forestière. Ensuite, je vous le disais, c'est la méthode des 3 S.
On regarde aussi quel carbone va rester stocké dans les produits bois coupés. Une fois qu'on coupe du bois d'œuvre notamment, le carbone ne se réévapore pas comme ça. Comme il est gardé dans le bois, et ben on va pouvoir le mesurer. La charpente de Notre-Dame, par exemple, va permettre de continuer de stocker du carbone durant des années dans la charpente. Et enfin, on est capable aussi de dire à peu près, en fonction du mix énergétique français, entre autres, combien est-ce que de carbone on peut substituer grâce à l'utilisation de bois par rapport à l'utilisation de matériaux ou d'énergie fossile. Et on fait la somme de ces 3 compartiments et ça nous permet de générer des réductions d'émissions, autrement dit, des tonnes de CO2 équivalentes. On ne regarde pas que le carbone, je vous le disais, on mesure aussi tout un tas d'indicateurs sur l'intégrité environnementale des projets. Ça fonctionne en bonus, en fait, qui sont attribués en pourcentage sur le projet. Donc, vous gagnez des points, plus vous mettez en œuvre des actions. Les financeurs aiment bien regarder ces indicateurs-là pour juger de l'exigence d'un projet qui sera réalisé. Et donc, on vient mesurer ce qui sera en plus, en termes de biodiversité, le mélange d'essences, par exemple, le maintien de bordures boisées, etc. Ensuite, on vient mesurer ce qui fait pour protéger les sols forestiers. Donc, par exemple, ne pas labourer en plein toute la parcelle, mais passer en bande ou utiliser une sous-soleuse qui va vraiment localiser le travail ou encore mieux valoriser les potets travaillés, par exemple. Et puis, on essaiera d'exporter au moindre les rémanents pour laisser sur le terrain ces rémanents qui viendront alimenter le sol ensuite. On va aussi regarder les impacts sur l'eau forestière si jamais le projet a des mares ou des affluents à proximité. Donc, les types d'essences qui seront implantés, que les résineux soient au moins à 10 mètres des cours d'eau, par ou si on vient créer une ripisylve, tout ça, ça pourra être valorisé. Et enfin, les derniers indicateurs, mais je crois presque le plus important pour les financeurs et pour nous, forestiers, c'est l'impact local, l'impact socio-économique d'un projet. Faire appel à un entrepreneur de travaux situé à moins de 50 ou 100 km du projet, c'est booster l'emploi local et permettre à des entreprises de mieux vivre. Valoriser les bois scolités, par exemple, évacués dans une scierie locale. Encore une fois, ça a un co-bénéfice important. Si jamais le projet est situé à proximité d'une agglomération, ça va créer de la verdure et c'est valorisé. Et que vous dire de plus, le regroupement également de propriétaires forestiers est valorisé pour les unités de gestion que ça va créer. Un petit mot sur le prix du carbone, parce que ça revient souvent, et chez France Sylva Services, essayer de réaliser une veille pour conseiller au mieux les propriétaires forestiers. Donc, bien avoir en tête que quand vous vous faites financer un projet carbone, il s'agit bien ici d'une vente de prestations de services par le propriétaire. Ce n'est pas une subvention. Vous, sylviculteurs, menez des actions pour séquestrer plus de carbone sur vos parcelles et vous vendez ce carbone à des entreprises ou des collectivités. Donc, vous vous positionnez bien en vendeur d'une prestation de service. Et pour cela, c'est considéré ensuite comme un revenu qui sera d'ailleurs fiscalisé au bénéfice agricole. Et c'est bien à avoir en tête. Vous êtes acteur en fait de ces marchés-là. Et France Sylva Services, on a réalisé une petite étude en complément d'Infocompensation Carbone l'année dernière sur le prix du carbone forestier dans le cadre du label en France, qui nous a permis donc de réaliser des moyennes pondérées. En moyenne, les projets de boisement se vendent à 32 € la tonne sur le territoire français, les projets de reboisement un petit peu plus chers à 35 € la tonne. Mais on a aussi cherché à comprendre à quel taux étaient rémunérés les propriétaires forestiers sur ces travaux, parce que ce n'est pas tout de dire combien on vend en crédit carbone, mais il faut voir d'ailleurs ce que ça finance. Et donc, ça a permis de montrer qu'en moyenne, les propriétaires sont financés à 65% de leurs travaux sur 5 ans, comprenant la préparation du sol, la fourniture des plants, la mise en terre, les entretiens, la maîtrise d'œuvre et les protections à gibier. C'est à peu près le package qu'on prend en compte sur 5 ans pour les projets carbone. Et donc, on s'est rendu compte qu'en moyenne,
ce prix de vente permettait de rémunérer seulement ou déjà à 65% les propriétaires forestiers. Et nous, on essaye de faire beaucoup de sensibilisation auprès des entreprises pour leur faire comprendre ce qu'il y a derrière un prix et qu'il faut que les forestiers soient mieux rémunérés pour mieux orienter leur choix de gestion et séquestrer plus de carbone in fine pour nous tous. Donc, nos objectifs, c'est vraiment un financement à 100%, voire plus d'ici 2 ans, mais il faut le temps que ce marché suive et tout ça, ça demande du temps et de la sensibilisation. Voilà pour cette première série et je vous propose de prendre des premières questions. Merci Hortense. Alors, n'hésitez pas donc pour poser vos questions. Je vous rappelle, vous avez l'espace de chat dans lequel vous pouvez poser vos questions. Donc, il y a une question de Monsieur Heiser. La contribution carbone volontaire nécessite une certification des projets par des organismes tiers, type Gold Standard, VCS. Pour accueillir les financements internationaux hors label bas carbone, Francilva a-t-il déjà des projets avec ces organismes? Alors non, parce qu'en France, à date, il n'y a pas de projet type Gold Standard VCS qui se réalise, mais le label bas carbone. Ces standards dont vous parlez, c'est des standards privés internationaux qui doivent obtenir l'autorisation d'un pays pour se mettre en œuvre. Et à date, en France, ce n'est pas le cas. Et le deuxième critère, c'est que les coûts de certification et d'entrée de ces standards sont très, très élevés. On parle de l'ordre de plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc, pour cela, il faudrait un regroupement très important de surface, ce qui ne permet pas toujours d'économie d'échelle à date. Alors que le label bas carbone qu'on a mis en place pour nous en France n'a pas de coût de certification direct auprès du ministère. Après, il y a des coûts de projet, d'ingénierie, mais le ministère ne nous facture pas l'enregistrement. Voilà. Et pour tout ce qui est contribution volontaire, justement, on ne quantifie pas le carbone, donc c'est vraiment volontaire, on valorise autre chose que le carbone. Merci. Mais je vais en parler. Alors, Madame Saint-Laurent qui explique que sa forêt est traversée par autoroute et TGV, ce qui fait beaucoup de lisières, notamment 15 mètres de large non exploitables, sur lesquels ils ne peuvent pas planter d'arbres sans que la SANIEF demande de les couper pour qu'ils ne tombent pas sur leur clôture. Que pouvons-nous faire en matière de cadre bas carbone? Est-ce qu'il y a des options? C'est un cas un peu particulier. Alors, c'est un cas particulier que je vous propose peut-être de voir par téléphone pour être sûr de vous répondre concrètement. Mais les opérations éligibles pour le label bas carbone aujourd'hui, c'est bien uniquement le boisement de terres agricoles ou de friches et la reconstitution après aléas, tempêtes, incendies, parasités. Donc, en l'état, je n'ai pas l'impression que ce soit éligible. D'accord. Question de Monsieur Tando. Quel est concrètement l'intérêt d'un investisseur dans un projet label bas carbone? Eh bien, concrètement, les investisseurs, les entreprises aujourd'hui doivent mettre en place des stratégies climat. Elles doivent mesurer leurs émissions de gaz à effet de serre, trouver des plans et réaliser des stratégies pour les réduire. Et puis enfin, il y a toujours une partie incompressible qui diminuera dans le temps, c'est l'objectif, pour lequel elles peuvent investir dans des projets de contribution ou compensation carbone. L'intérêt pour eux, c'est de contribuer en France et pas à l'étranger, à l'autre bout du monde, et d'avoir un impact local proche de leur activité. Et soutenir les forestiers, on ne cessera de le redire. Oui, et j'apporterai un complément. Il y a que certaines entreprises ciblées, comme les compagnies aériennes, sont maintenant clairement engagées à le faire, de par la loi climat et résilience, et à le faire de plus en plus pour compenser notamment les vols domestiques, les vols nationaux. D'autres entreprises, notamment liées à l'utilisation, à l'exploitation du charbon pour la production d'électricité, vu le contexte actuel de tension, vont être également incitées à le faire. Donc, c'est une incitation de plus en plus forte, bien sûr d'abord à réduire, ensuite à éviter, et enfin
pour répondre à une intervention précédente dans le chat, à compenser. Compenser, c'est vraiment ce qui ne, donc les émissions dites irréductibles, ce qu'on ne peut pas réduire ni éviter, eh bien, on incite à compenser et de plus en plus fortement, les entreprises le sont et le seront dans le futur. Notamment lorsque ça permet de financer des projets, certes, qui séquestrent du carbone et qui en plus sont vertueux, comme les projets forestiers qui puisaient en France. Merci Eric. Plusieurs questions sur la surface minimum éligible en label bas carbone, en contribution volontaire, en termes de boisement. Ouais, justement, je vais en parler justement dans la partie suivante, enfin, toute la partie pratique du montage de dossiers, etc. Pour du volontaire, on prend un minimum de 1 hectare de projets éligibles. Pour du label bas carbone, on prend un minimum de 3 hectares de projets. Sachez néanmoins qu'il y a des fourchettes idéales pour chacune de ces œuvres. Je dirais pour le label bas carbone, l'idéal c'est d'avoir un projet entre 5 et 10 hectares, voire plus. Et pour du volontaire, plutôt entre 2 et 6 hectares, 7 hectares. Bon, grosso modo, quoi. Parce qu'ensuite, c'est les entreprises qui choisissent et enfin, par expérience. Voilà. Autre question, par rapport au début d'un projet, à partir de quand le propriétaire est payé, paiement en inversement ou paiement lissé sur plusieurs années? Je propose qu'on prenne toutes les questions techniques comme ça juste après la présentation de François, vu qu'il va le détailler. Voilà. Et bien, à ce moment-là, on va dérouler parce que j'ai l'impression que tout est un peu technique. Peut-être une question qui reste en suspens, là, qui est est-ce que les entreprises bénéficient de crédits carbone? Hortense, peut-être je te laisse préciser cela. Oui, avec le label bas carbone, on génère des crédits, du coup, sur 30 ans, qui mesurent le carbone qui sera séquestré et ces entreprises en bénéficient ensuite. Après, un crédit carbone, ça ne veut pas dire un droit à polluer direct, ça ne se déduit pas des émissions carbone, etc. C'est une mesure et on achète ce stock de carbone qu'on mesure. Mais ce n'est pas un actif échangeable en tant que tel qui viendrait déduire les sommes de carbone émises, etc. Voilà. Et en revanche, et en plus de ça, il n'y a pas de mécénat possible ou de défiscalisation possible sur ces investissements. Très bien, merci. Ce que je vous propose, c'est qu'on continue avec François parce que les autres questions, je pense qu'il y apportera quelques réponses d'ores et déjà dans sa présentation. Et puis, on y reviendra dans le deuxième temps d'échange puisqu'elles sont un petit peu plus pratico-pratiques. Merci Christelle. Donc effectivement, je vais répondre à un certain nombre des questions qui sont posées dans le chat au niveau du quel profil, le profil de projet, de propriétaire, le montant d'aide. On va voir aussi des cas pratiques et puis Clotilde conclura par le processus de dépôt de dossier, de candidature. Et donc, je vais commencer par le profil des propriétaires. Hortense, si tu peux juste passer. Ou alors… je n'ai pas la main sur le diapo. Ouais, normalement, bon, j'ai passé, oui. Excuse-moi, ouais, j'ai peut-être un petit retard aussi. Ouais, donc le profil des propriétaires qui peuvent déposer un dossier, en fait, c'est un propriétaire qui a des travaux de plantation dans une saison, donc il va d'une saison donc de octobre à mars-avril, d'une taille de plus de 1500 plants ou environ 1 hectare, sachant que quand il se rapproche justement de cette partie basse-là, il a moins de chances aussi d'être sélectionné comme projet forestier par des entreprises.
Et aussi, il faut que ce propriétaire, enfin là on parle du volontaire, et comme je disais, je répète un petit peu ma réponse à la question précédente, mais pour le label bas carbone, ça va être très compliqué de financer des projets de moins de 3 hectares. Et ça devient de plus en plus facile avec un certain nombre d'hectares, etc. C'est plutôt pour les entreprises, déjà leur recherche selon leurs commandes, et également pour nous, pouvoir gérer un maximum de dossiers, mais en même temps, voilà, on est une petite équipe, et donc on ne peut pas non plus gérer que des dossiers de 500 plans à chaque fois. Et sinon, voilà, donc c'est des propriétaires, donc des profils de propriétaires qui sont adhérents de France Sylva, bien sûr, ou certains propriétaires qui ne le sont pas encore, et qui, du coup, on leur demandera d'adhérer si on a une proposition à leur faire, mais en priorité, les propriétaires adhérents. Voilà. Et les propriétaires, donc pour le volontaire, ce sont des propriétaires qui ont subi des aléas et ont fait baisser la valeur commerciale de leur bois, donc les tempêtes, les dépérissements éventuels, les boisements de terres agricoles. Et pour le LBC, je vais répéter Hortense, donc c'est les projets qui répondent aux 3 méthodes. Et aussi des propriétaires qui peuvent nous fournir des garanties, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de nous dire ce qui s'est passé à l'oral. Enfin, il faut quand même un certain nombre de garanties qui vont être demandées, donc des pièces complémentaires au dossier selon les typologies de dossiers. On va avoir des cas pratiques juste après. Et les plans respectent les arrêtés régionaux, parce qu'on garantit aussi on garantit aussi la réussite de nos projets, et donc tout ce qui est expérimentation, etc., sur une grosse partie en tout cas, enfin, si l'intégralité du projet c'est cela, voilà, on ne pourra pas le prendre en compte, et donc il faut que les arrêtés MFR soient respectés. Néanmoins, sur du volontaire, on peut être assez flexible selon les partenaires également à qui on propose les projets. Le niveau de financement, il est d'à peu près 1000 à 2000 euros par hectare pour du volontaire, et à partir de 70% du coût des travaux pour le label bas carbone, pour l'instant, comme le disait Hortense juste avant. Et également pour le volontaire, bon, là on a indiqué les prix au plan, mais cela est amené aussi à évoluer, et pouvoir imaginer d'autres types de valorisation que la plantation de plants également. Ces aides, et on l'encourage, peuvent être cumulables avec des aides publiques. Il y a un petit bémol, donc volontaire et cumulable avec le plan de relance. Une aide volontaire peut être apportée en cumul du plan de relance, mais pas pour le LBC. Donc ce sont des aides publiques hors plan de relance pour le label bas carbone, pour le moment en tout cas. Et il y a également des facteurs qui vont prioriser les dossiers. Donc déjà à notre niveau, ce sont les propriétaires qui assurent leur forêt, mais enfin pas seulement en responsabilité civile, parce qu'on considère qu'ils sont pour 90 et 95%, 100% adhérents. Donc la responsabilité civile, c'est une chose, mais complémentairement, qu'ils se sont affranchis d'une assurance dommage, au moins à un capital assuré faible, mais on fait aussi la promotion de notre second service qui est Sylvassure, qui est un gage aussi d'un propriétaire qui est responsable de son patrimoine forestier, etc., etc. La diversité des échanges choisis, si la forêt est certifiée, la longévité d'adhésion au syndicat, c'est sûr qu'un non-propriétaire, un non-adhérent, voilà, qui n'est pas encore adhérent, voilà, sera pas prioritaire face à un adhérent de plus longue date. Il y a également d'autres critères qui peuvent rentrer là-dedans. Ça peut être le lieu géographique, la surface dont je parlais juste avant. Voilà, il y a des surfaces qui sont plus intéressantes et qui sont plus faciles à vendre comme projet forestier, et que le propriétaire est bien accompagné, bien suivi par un gestionnaire, etc., etc. Et pour ensuite les engagements,
du propriétaire. Donc, le propriétaire doit s'engager, bien sûr, dans un document de gestion durable, donc un PSG, CBPS, etc., ou s'il n'est pas déjà, en tout cas. Le propriétaire accepte le principe qu'une visite puisse avoir lieu sur sa parcelle par l'organisme qui finance, ce qui peut arriver, qui n'est pas systématique. Le propriétaire accepte dans le même registre le principe d'afficher une pancarte de l'organisme financeur, voilà, pour valoriser la contribution soit volontaire, soit LBC. C'est pas non plus systématique, mais ça peut être demandé. En tout cas, il faut que le propriétaire soit en accord avec ce principe. Le respect de l'état boisé de sa parcelle, ce qui n'empêche pas la gestion forestière, hein. On parle bien de l'état boisé, donc les coupes d'éclaircies, etc., peuvent avoir lieu. Et puis, évidemment, pour les essences de courte révolution, comme le peuplier, ça donne des clauses un peu plus particulières au contrat d'engagement. Il donne un contact privilégié avec le responsable du suivi de projet. Donc, ça va être en général France Sylva Service, dans 80% des cas. Voilà, nous envoyer des photos, voilà, nous tenir au courant, en fait, voilà, s'il y a eu des aléas, etc. Et donc, des densités objectifs à atteindre. Surtout, là, on parle du label bas carbone, voilà, où on a en général l'objectif d'avoir, au bout de 5 ans, 900 plants à l'hectare qui permettent de céder les tonnes de carbone à l'entreprise financeur. Donc voilà, ce sont des engagements assez simples. Et le propriétaire aussi, ce qui est important, c'est qu'il respecte aussi la fiche projet, l'itinéraire sylvicole qui tient à mener, et qu'à tout changement, il peut y avoir des changements, bien sûr, mais il faut nous prévenir, évidemment, et ne pas se rendre compte une fois qu'on reçoit les factures, que le projet a évolué. Donc là, je vais vous montrer juste 4 exemples, donc 2 exemples de projets volontaires et 2 exemples de projets label bas carbone qui ont été financés par le biais de France Sylva Service. Ce sont des projets sélectionnés un peu au hasard parmi de nombreux projets financés depuis maintenant 3 ans. Donc le premier projet dans la Creuse, le Monteil-au-Vicomte, donc c'est un petit projet de 2 hectares. Donc, c'est 2 îlots forestiers qui ont été reboisés suite à dépérissement par des scolides d'un peuplement d'épicéa, où il a nécessité sur une partie de ces parcelles d'exploiter intégralement avant qu'il n'y ait plus de dégâts. Et donc, on a pu financer via France Sylva Service au propriétaire la somme pour 2 hectares, 1830 plants de 2562 €. Donc, c'est bien un financement volontaire. Voilà, le projet, voilà, est un peu petit. Il est éligible en principe au label bas carbone, mais il est un peu petit pour pouvoir le mettre en œuvre, en tout cas actuellement. Et donc, voilà, on a trouvé un financement avec l'entreprise Jeffco, qui est notre partenaire depuis maintenant 2 ans et qui, du coup, a accepté de financer ce projet-là. À l'issue de notre contrôle, donc la réception des photos des travaux que vous pouvez voir d'ailleurs à l'écran, les factures acquittées correspondant aux éléments contractuels, puisqu'il y a, voilà, on fait signer au propriétaire, et Clotilde le précisera dans l'ordre des choses comment ça se passe, la chronologie du dépôt de dossier et des accords de financement. Il faut bien sûr que la facture acquittée corresponde à l'engagement du propriétaire. C'est pour ça qu'il faut mieux éviter les changements d'itinéraire et les bouleversements de surface de parcelles. Et voilà, donc nous, on a pu. Donc, c'est France Sylva Service qui finance les propriétaires, les adhérents, et qui contrôle tout l'itinéraire sylvicole, etc. Et c'est des fonds de Jeffco qui transitent par nous-mêmes, pour être tout à fait transparent. Et un second projet en volontaire aussi, un peu plus grand, cette fois dans Haute-Loire, 3 hectares 80, reboisé avec des Douglas, Pin-la-Ricio, érable. Donc, il y a une partie qui a été atteinte d'une tempête, de la tempête Zeus en mars 2017, et une seconde partie également atteinte de scolytes,
qui est Jeffco? Je réponds directement, je vois dans le chat. C'est un transporteur franc-comtois qui s'est associé à nous début 2020 sur une grande partie de financement volontaire et un petit peu de projet label bas carbone également. Et donc, c'est une entreprise privée, vous pouvez les voir sur Internet si ça vous intéresse. Et donc, sinon, alors, là, je reprends du coup le reboisement avec un choix des essences, bien sûr, adapté au sol, etc. Donc, tout cela, c'est avec les conditions nécessaires, c'est-à-dire ce propriétaire est suivi par un gestionnaire, a eu les bons conseils du conseil régional de la propriété forestière, etc., etc. Donc, nous, on s'assure de cela et on vous demande les éléments justement pour que nous, on puisse valider en interne le principe du projet. Ensuite, on présente à l'entreprise et ce projet-là a été financé par EDF, un peu plus connu que Jeffco. Donc pareil, la facture des travaux. Donc là, on va voir sur la diapo suivante. On va voir sur la diapo suivante les photos des travaux. Donc c'est toujours bien de nous envoyer les photos avec les planteurs en action. Ce qui nous sert aussi à faire le compte-rendu aux entreprises qui financent, etc., avec les différentes garanties qu'ils nous demandent, et la facture attestation de financement pour les versements du financement. Et j'ai pas dit, ça c'était un financement d'environ 6 000 € à peu près du même ordre proportionnellement que Jeffco. Et les projets suivants, ce sont deux projets en projet carbone. Donc, ce premier projet donc, à Bouguenais en Loire-Atlantique, des peupliers dépérissants qui sont reboisés avec des nouveaux cultivars adaptés au changement climatique qui ont été validés par le CRPF et donc qui permettent aussi un certain nombre d'avantages dans l'agglomération nantaise avec une entreprise locale, avec un indice de biodiversité potentiel qui a été fait, etc., pour donner les garanties du reboisement. Et là, il y a eu une aide publique AMI dynamique, en plus de la contribution aux travaux du reboisement de ces peupliers qui étaient dépérissants, avec une diversification de 15% de chênes rouvres en partie. Donc voilà, donc ça c'est du coup, il y a eu un dépérissement, donc il y a eu le diagnostic sylvicole, un IBP réalisé, etc., en bonne et due forme pour pouvoir la validation du projet. Mais là, vous voyez aussi que les surfaces sont quand même plus importantes et permettent plus facilement de mettre en œuvre une labellisation de projet, sachant aussi que les reboisements de peupliers sont difficilement finançables via la contribution volontaire, mais plutôt par des projets de LBC. Donc, voilà. Donc le second projet en Mayenne, donc pareil, c'est à peu près 7 hectares au niveau de la taille, de terres agricoles, donc boisées avec différentes essences, des essences un peu plus productives d'objectifs, et accompagnées de divers feuillus avec une bordure feuillue avec prunelliers, poiriers, pommiers, etc. Et pareil, les mêmes avantages d'entreprises locales à moins de 50 km, préservation des sols, préparation en bande de sous-solage, etc. Et une contribution aux travaux de 14 200 €, 984 tonnes de CO2 séquestrées. Et voilà, pour les deux petits exemples de projets, c'est juste pour vous donner un aperçu des typologies de projets qui correspondent donc du coup aux méthodes pour le label bas carbone, et également à des projets qui rentrent dans notre cahier des charges pour le volontaire, la partie plus simple. Et je vais laisser la parole à Clotilde pour nous expliquer concrètement, puisque c'est elle qui est en relation souvent avec les propriétaires dans la première étape du dépôt des dossiers, et déjà pouvoir leur dire en direct si c'est éligible pour telle ou telle aide. Donc, je te laisse la parole, Clotilde. Merci. Donc, pour candidater, c'est très simple. Vous nous contactez via le formulaire, par mail ou par téléphone.
Nous vous transmettons alors une fiche projet que vous pouvez nous renvoyer complétée, ainsi que 5 photos pour chaque kilo de plantation et un plan pour chaque parcelle détaillé. Lorsqu'on a réceptionné tous ces éléments, on va étudier le dossier pour être sûr qu'il soit bien éligible au cahier des charges. Et nous présentons ensuite le projet à l'un de nos financeurs, comme a dit François tout à l'heure. Et donc, si le projet est validé, un financement est alors proposé. Évidemment, donc ce financement fait l'objet d'une validation auprès du propriétaire. Lorsque donc, ce financement est validé, un contrat d'engagement est signé. Et donc, si le projet est éligible au label bas carbone, on va démarrer le processus de labellisation auprès du ministère de la Transition écologique. Et donc là, le début des travaux forestiers peut commencer. Et on va vous demander à ce moment-là d'envoyer donc des preuves de plantation, des photos et des factures des travaux. Et 80% des fonds peuvent être versés à partir de ce moment, puis 20% 5 ans après lors de l'audit. Et je vais maintenant passer la parole à Eric, il me semble. Oui, merci Clotilde. Il y a pas mal de questions dans le chat sur les dispositifs financés et les modalités de financement. Peut-être juste avant d'y répondre, non, on va prendre les questions du chat avant de conclure par les perspectives. Donc, je vais rendre la parole à Christelle pour les Merci, questions Eric. du chat. Alors, une question de Monsieur de Prunellet. Existe-t-il, du point de vue de la fiscalité, une différence entre label bas carbone et contribution volontaire? Je peux répondre si vous voulez. Non, alors j'imagine que vous parlez de la fiscalité applicable aux propriétaires. A priori, non, hein. Tout cela est à déclarer aux bénéfices agricoles, sachant que en deçà de 85 000 €, ces projets ne sont quasiment pas imposables en passant aux micro-bénéfices agricoles, pardon. Merci Hortense. Question de Monsieur de Puységur. Lorsque l'ensemble des travaux sont faits par le propriétaire, la seule facture disponible est alors le coût des plans. Dans ce cas, quels sont les financements possibles? Les travaux pour propre compte sont autorisés et on les encourage également tant que tout ce qui a été prévu en termes de travaux est respecté. Et vous pouvez vous faire rémunérer pour cela en label bas carbone, hein. On prendra la même assiette que s'il y avait des devis, peu ou prou. Et en financement au plan, pas de problème vu que c'est du financement sur les factures de plan. Madame Saint-Laurent demande si la calarosse du frêne rentre-t-elle dans les aléas? Oui, Non. tout à fait. Tout à fait, c'est un dépérissement avéré sur le frêne et connu en France maintenant vu qu'il atteint même le sud-ouest. Donc, pas de problème tant qu'il y a un diagnostic qui valide le dépérissement avec une lettre de coupe sanitaire, par exemple du CRPF ou un diagnostic de dépérissement. Merci Hortense. Monsieur Rémy demande donc demande précision parce que lui, dans sa compréhension, il dit qu'en cas de reboisement, ces méthodes de financement ne peuvent pas s'appliquer. Alors, tout à fait, en cas de coupe bénéficiaire pour le propriétaire qui était prévu dans son document de gestion, eh bien, la logique forestière veut qu'il faut reboiser après la coupe. Et donc, nous, on intervient uniquement quand il y a une grosse dévalorisation de la valeur des bois ou un dépérissement intense, par exemple. Merci, c'est très clair. Monsieur Walkeman demande si le propriétaire est-il libre de choisir les essences à planter. Oui, bien sûr, tant qu'elle respecte les arrêtés de matériel forestier de reproduction. Donc qui sont des arrêtés par département ou région. Ça, c'est important. Ensuite, le propriétaire reste maître de son projet chez lui. Il faut juste s'assurer que les essences sont bien en adéquation avec le sol, avec la station forestière pour que le projet soit bien mené. Mais dans ces cas-là, vous êtes maître de vos projets, des essences que vous plantez chez vous.
Le propriétaire est libre. Toutefois, oui, il est engagé par une garantie quand même de réussite. Donc, il faut quand même qu'il se fasse accompagner par des professionnels compétents s'il ne l'est pas lui-même en complément. Merci François. Alors, il y a une question, alors je ne vais pas rentrer dans le détail de la question, mais ce qui peut être intéressant, c'est effectivement un nouveau propriétaire qui récupère une parcelle qui a été coupée à blanc par l'ancien propriétaire. Est-ce qu'il peut prétendre à une aide volontaire? En principe, non, mais enfin, c'est assez compliqué. Donc, il ne sera pas prioritaire, ça c'est sûr, par rapport à un projet qui a subi un véritable aléa. Il ne sera pas prioritaire non plus pour les changements d'itinéraire. Néanmoins, ça peut nous arriver de financer ce type de projet, mais dans la vente du coup de la parcelle, le prix est également compris, etc. Donc, on évite au maximum de financer ce type de projet. Oui, Il faut étant qu'ils nous entendu fournissent les pièces nécessaires, etc., le document de vente, etc. voilà, si jamais c'était une coupe suite à des scolites, bon, on peut l'envisager, mais Ouais. si c'est une coupe rémunératrice et qu'ensuite le vendeur ne reboise pas et vend, normalement, il est tenu, en tout cas, de reboiser ou ensuite, sinon, l'acheteur doit prendre l'engagement de le faire à sa place. Mais ça, il faut bien vous en assurer parce que sinon, il y a un gap dans dans le processus de renouvellement forestier. Merci Hortense pour ces précisions. Sarah demande, existe-t-il des aides pour la replantation de petites surfaces de moins de 1 hectare? En privé, nous, on n'en fait pas. Mais oui, il faut s'adresser du coup plutôt à des aides publiques locales. Effectivement, c'est compliqué, ouais. On n'est pas assez nombreux, en tout cas, pour assurer l'instruction des dossiers, etc. Pour les petits dossiers. Il y a une question également sur les panneaux d'information qui peuvent être affichés sur les financements obtenus. Quelles sont les obligations du propriétaire sur ce sujet? Est-ce qu'il a l'obligation de mettre un panneau, qui le fournit? Comment est-ce que ça se passe? Ouais, c'est pas systématique, comme je le disais. Nous, on transmet, nous, l'entreprise financeur, transmettons le panneau au propriétaire qui est tenu de l'afficher et aux abords de la parcelle. Et puis voilà, s'il y a pas, c'est vraiment, c'est pas le propriétaire qui fait lui-même le panneau, etc. C'est nous qui le fournissons, en tout cas. Et ce n'est pas systématique. Merci François. Je crois qu'il y a une question que j'ai zappée qui est GFCO. Alors ça avait été expliqué en début de présentation, mais peut-être tu peux redire un mot sur les finances. Oui. Alors, GFCO qui était aussi dans notre diapositive où il y avait les 6-7 financeurs importants et réguliers. C'est un partenaire stable, on va dire, dans le temps qui fait en partie du financement volontaire, en partie un petit peu de label bas carbone, beaucoup plus de financement volontaire et qui a des programmes tous les ans de plantation d'arbres sur le sol français. Et donc, il contribue volontairement au reboisement, à la pérennisation du patrimoine forestier en France métropolitaine. C'est un de nos premiers partenaires. Voilà, qui va devenir d'ailleurs Seva Logistics d'ici peu, va changer de nom. Merci François. Je suis en train de revoir si on n'a pas oublié des questions. Je n'ai pas l'impression. Donc, si vous avez des questions, c'est maintenant. Si vous avez une dernière question à poser, n'hésitez pas à le faire dans l'espace de discussion. Sinon, je vais redonner la parole à Eric pour conclure ce webinaire.
Merci Christelle. Un point qui a été souligné dans le chat concernant le fait que beaucoup des dossiers, ou en tout cas ceux qui ont été présentés, sont principalement des plantations de résineux. Oui, c'est une certaine réalité. On finance ce que les propriétaires nous présentent. On n'arbitre pas nécessairement à notre niveau. On finance bien sûr des feuillus, notamment des plantations diversifiées avec des feuillus précieux. Donc, c'est déjà, la réalité de ce qui est proposé par les propriétaires. Donc, n'hésitez pas à présenter des dossiers feuillus, si vous en avez, on les regardera avec beaucoup d'intérêt, notamment dans le cadre des financements volontaires, puisque là, on est vraiment au financement au plan. Dans le cadre du label bas carbone, comme vous l'a expliqué Hortense, les méthodes actuelles et le dispositif du label bas carbone tel qu'il existe, eh bien, les deux, font que, au final, il y a plus de tonnes de carbone séquestrées à l'hectare par une plantation résineuse qu'une plantation feuillue. Sur la durée du projet, 30 ans, c'est ainsi. Nous, on veille à faire en sorte qu'on puisse financer de plus en plus de projets diversifiés, feuillus notamment, et c'est tout l'intérêt de l'implication notamment de France Sylva Service, c'est qu'on va expliquer aux financeurs que certes, il peut acheter des tonnes de carbone un peu moins cher auprès d'autres opérateurs, et là, on va avoir des projets moins diversifiés, souvent très résineux. Il en faut, hein, l'industrie française du bois, on a besoin, on importe plus d'un tiers de nos consommations de bois, donc on a besoin de résineux. La forêt française est aux 2 tiers feuillus, donc on a besoin de planter du résineux. Néanmoins, avec le label bas carbone, on peut financer, et vraiment on incite à le faire, des opérations diversifiées avec des feuillus. Par contre, c'est plus cher. Et nous, notre valeur ajoutée, là aussi, c'est d'aller expliquer cela aux financeurs et lui dire qu'il y a un réel intérêt à financer ces projets-là. Après, quand on est mis en concurrence, comme le font les compagnies aériennes aujourd'hui, parce qu'elles sont contraintes à compenser, eh bien, c'est sûr que la question du prix va être déterminante. Mais si on peut défendre les dossiers, eh bien, on arrive assez souvent à faire évoluer le financeur. Évidemment, c'est pas 10 € versus 30 €, sinon c'est compliqué. Mais lorsqu'on arrive à composer des dossiers où le coût de la tonne reste accessible ou en tout cas raisonnable, voilà. Donc c'est tout l'intérêt de l'implication de France Sylva Service. Ça permet aussi de faire évoluer les financements vers des projets plus diversifiés. En tout cas, sachez, et c'est la diapo que vous avez ici à l'écran, c'est qu'on a beaucoup de demandes de financeurs. On a donc la possibilité vraiment de financer de plus en plus, et donc pour les mois qui viennent. Donc n'hésitez pas à déposer vos dossiers, n'hésitez pas en tout cas à vous informer. Donc merci d'être là, d'être resté jusqu'au bout. N'hésitez pas à relayer ce webinaire. Christelle vous dira quelle suite. N'hésitez pas à en parler dans vos syndicats pour les nombreux adhérents qui sont avec nous. Il y a aujourd'hui, contrairement à ce qui était le cas il y a encore 4 ou 5 ans, de nombreuses possibilités de financement du renouvellement forestier. On vous en a présenté 2 principalement, le label bas carbone et les dispositifs volontaires que l'on maîtrise parfaitement. Et par l'intermédiaire de France Sylva Service, vous pouvez en bénéficier. Vous savez qu'il existe également les dispositifs de financement public, France Relance, France 2030 bientôt. Celui-ci aussi, on le connaît très bien. Et on agit syndicalement, France Sylva, on agit pour que le nouveau dispositif qui verra le jour pour l'année prochaine soit le plus ouvert et le plus simple possible. Bon, on reste dans des mesures d'aide publique, hein, donc la simplicité suppose quand même l'instruction, le contrôle. Donc bon, on n'est pas encore à un dispositif qui tient sur 2 pages, il en fait 40 à peu près. On l'a encore relu hier soir, ce matin. Voilà, il y a des modifications qui sont en cours là. Donc retenez qu'il existe de nombreux dispositifs, qu'on les connaît
assez bien, très bien même, si on peut dire, pour ce qu'on vous a présenté à France Sylva Service et qui viennent en complément de vos habitudes et de vos pratiques habituelles avec vos gestionnaires préférés. Donc, n'hésitez pas à venir vers nous. Allez sur le site France Sylva, il y a un espace dédié avec une rubrique cahier des charges, un petit formulaire très simple, comme vous l'a présenté Clotilde, et on saura vous renseigner et vous dire si oui ou non c'est éligible, à quel dispositif de financement, et on vous accompagnera si c'est un dispositif que l'on maîtrise. Sachez qu'on a de nombreuses demandes de financeurs et donc les moyens de financer des projets. Merci à tous. Christelle, je te rends peut-être la parole pour… J'ai une merci. S'il y a beaucoup de demandes, est-ce que les prix de la compensation carbone ne vont-ils pas augmenter? Là, on est sur du fond. Voilà, je rouvre le micro. Il est clair que nous, on agit pour que la rémunération et le financement qui va en forêt soit plus important. Pourquoi? Ben parce que ça permet, je vous le disais tout à l'heure, une vraie diversité de projets, de la diversification sur les parcelles, des feuillus précieux, etc. Donc ça laisse la liberté aux propriétaires vraiment de mettre en place des méthodes de renouvellement qui peuvent être variées. Premier point. Deuxième point, le fait de pouvoir financer des projets en France, gérés durablement, avec des engagements forts, des organismes engagés, c'est quand même une vraie valeur ajoutée pour le financeur. Et les premières années de la compensation ont donné lieu évidemment à des projets souvent pas chers, souvent éloignés, et donc avec peu de processus de contrôle et de vérification. Donc on a eu quelques désagréments, on va dire. Donc oui, les prix vont certainement augmenter parce que de plus en plus d'entreprises, de plus en plus d'acteurs vont être amenés à compenser, encore une fois, à réduire, à éviter, bien entendu, et à compenser autant que faire se peut. D'autant plus que, et c'est le président de la République qui l'a lui-même indiqué fin octobre, lorsqu'il a reçu l'ensemble des forestiers, on va dire au sens large, des acteurs engagés en forêt française et notamment dans la lutte contre l'incendie. Le président de la République a pris l'engagement de replanter 1 milliard d'arbres en France dans les 10 prochaines années. Et donc, une grande partie de ces renouvellements seront plantés et financés grâce à la finance carbone. Donc, de plus en plus d'acteurs vont être amenés à faire de la compensation carbone et le cadre va donc évoluer. Donc, c'est aussi pour ça qu'on vous dit il va y avoir de plus en plus de moyens financiers. L'idée, c'est qu'il y aura de l'argent public, toujours, France 2030, 140 millions d'euros, 140 millions de plans, pardon, d'ores et déjà engagés en termes de financement sur les prochaines années, et un complément important qui va venir de la finance carbone. Et on peut espérer des hausses de prix, en tout cas, nous, on en est convaincus, et donc plus de moyens pour renouveler en forêt privée, notamment. On parle de forêt privée aujourd'hui. Voilà. Merci Eric. Peut-être juste la dernière question, à savoir, est-ce que le lieu du boisement influe-t-il sur la valeur du carbone? Savoir, est-ce que c'est un boisement qui est proche d'une voie rapide ou d'un aéroport ou quelque chose? Alors, il va y avoir, comme dans toute chose qui s'échange, la proche du lieu d'une entreprise, par exemple, et qu'il n'en trouve pas d'autres, ben, potentiellement, il sera prêt à mettre plus pour financer votre projet. Voilà, c'est comme ça que je pourrais répondre. Est-ce que si un boisement est proche d'une voie rapide ou d'un aéroport, ça n'influera pas nécessairement sur le prix si ce n'est pas cette voie rapide ou cet aéroport qui finance votre projet. Voilà. Merci Hortense pour cette précision. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Le tour du sujet, j'en envoie pas plus en tout cas. Au niveau du replay, il va vous être envoyé par mail. Et le document qui vous a été projeté également.
Il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre présence, à remercier Eric, Hortense, François et Clotilde pour cette présentation et à vous souhaiter à tous une bonne journée et un bon appétit. Merci à vous. Bonne journée. Merci.